On a tous cette image en tête. Il est, disons, 8h15, un lundi matin sur la rue de Rivoli à Paris. Ouais, la pluie, les klaxons. Exactement. Le trafic est dense, très bruyant. Et au milieu de tout ça, on a un livreur. Mhm. Un homme qui pédale à toute vitesse sur un vélo cargo complètement surchargé. Il pleut à moitié, il jongle avec genre 3 sacs thermiques énormes. C'est ça. Mais ce qui est fascinant, enfin ce qui m'a toujours fasciné, c'est que son regard est fixé sur son smartphone, là, accroché au guidon. Ouais, et ce téléphone, il fait bien plus que lui indiquer la route, en fait. Bah oui, derrière l'écran, il y a une architecture numérique hyper complexe qui calcule, qui optimise et qui littéralement décide de son sort à la milliseconde près. Mhm. Le gars ne sait pas à quelle vitesse moyenne il doit rouler pour garder un bon taux d'acceptation. Non, c'est complètement opaque. Voilà. Et c'est juste une chose, il y a un chronomètre qui tourne et il a exactement 28 minutes pour livrer. Et le vrai paradoxe de cette scène, c'est que si ce livreur tombe de son vélo à 8h20, Ouais, l'application pour laquelle il est en train de s'épuiser ne saura même pas qu'il est blessé. c'est fou. Elle va juste constater une déconnexion inexpliquée. Parce que juridiquement, cet homme n'est pas un salarié. C'est et je mets de gros guillemets, un partenaire indépendant. La fameuse sémantique des plateformes, quoi. Exactement. Le vélo, l'assurance, les risques d'accident, tout repose sur lui. Et la plateforme, elle, dicte les tarifs au centime, sanctionne les retards sans jamais assumer le rôle d'employeur. Donc cette scène de la rue, c'est un peu le symbole du bras de fer historique qu'on va décortiquer dans notre exploration d'aujourd'hui. Tout à fait. C'est un affrontement titanesque. D'un côté, le modèle de l'ubérisation qui pèse des dizaines de milliards. Et de l'autre, les fondations même de notre droit du travail. Et il y a une date cruciale à retenir pour comprendre l'urgence du truc, le 2 décembre 2026. C'est la date butoir. Le temps presse, ouais. Et pour analyser ce séisme invisible, on va croiser 3 sources majeures aujourd'hui. On a du lourd sur la table. Grave. D'abord, une enquête très pointue de Block News sortie ce mois-ci, en avril 2026. Ensuite, les données assez accablantes, faut le dire, de l'étude Santé-Course de mars dernier. Mhm. Et enfin, le texte qui tente de réguler tout ça. La directive européenne 2024-28-31. L'idée de cette plongée dans les documents, c'est de comprendre si la loi peut encore reprendre le contrôle sur l'algorithme. Mais avant même de parler de texte européen, je pense qu'il faut vraiment regarder la réalité du terrain. L'étude santé-course, c'est une claque. Ah oui, menée par l'IRD, l'INED et Médecins du Monde. C'est pas un petit sondage de coin de table, hein. Non, on parle de 1000 livreurs interrogés à Paris et Bordeaux. Et quand on fouille dans les chiffres, le mythe de la flexibilité, il explose en vol. Ah, complètement. Les chercheurs ont trouvé une moyenne de 63 heures de travail par semaine. C'est énorme. 63 heures. Et devine pour combien? 1 480 € brut en moyenne. Et c'est là que l'équation économique devient super brutale. Parce que si on compare le SMIC net en France, pour 35 heures classiques, c'est autour de 1 400 €. C'est ça. Du coup, ces travailleurs de plateforme, ils font 28 heures supplémentaires, Sous la pluie, la nuit. voilà, pour générer à peine 80 € bruts de plus qu'un SMIC. On n'est plus du tout, mais alors plus du tout, dans le petit job étudiant flexible des débuts. Pas du tout. Et au-delà de l'argent, les sources montrent un profil démographique ultra vulnérable. 98% des livreurs interrogés sont des personnes immigrées. Ouais, Et le chiffre qui m'a stoppé net, 68% n'ont pas de titre de séjour. c'est là qu'intervient la location de compte. Ouais, explique ça parce que c'est glaçant. J'ai vu ça comme une espèce de poupée russe de l'exploitation. En gros, 76% des travailleurs utilisent le profil de quelqu'un d'autre. Incroyable. C'est une chaîne d'invisibilité. Tu as une personne en règle qui s'inscrit et qui va sous-louer cette identité à un travailleur sans papier, en prenant une commission. Le ranki numérique, quoi. Exactement. Et le vrai travailleur, lui, prend tous les risques physiques pour des miettes pendant que la plateforme encaisse. Mais c'est complètement illégal, non? Bien sûr, ça viole les conditions d'utilisation. Les applis ont même mis en place de la reconnaissance faciale aléatoire pour faire genre. Pour faire Jean, ouais. Mais l'enquête de Blox News est très claire là-dessus. C'est une hypocrisie structurelle. Si les plateformes bloquaient vraiment tous ces comptes du jour au lendemain, Ils auraient plus personne pour livrer. c'est exactement ça. L'essentiel de leur flotte s'évaporerait. C'est le carburant invisible du système. Ce qui m'amène à une question. Si c'est si dur, s'il faut faire 63 heures pour survivre, pourquoi ils continuent? Pour à peine 80 € de plus qu'un SMIC, pourquoi s'acharner? C'est le piège de la précarité. Quand ton tarif horaire est si bas, la moindre pause devient un luxe. Ouais, t'as pas le choix. T'as pas de congé payé, pas de chômage. Pour un travailleur sans papier, s'arrêter un jour, c'est risquer de pas payer son loyer ou de pas manger. Et
Physiquement, ça casse. L'étude montre que 50% des livreurs ont déjà eu un accident de la route. 1 sur 2, ouais. Et on ne parle pas juste des voitures. Un quart a subi des agressions physiques. Hmm. Tout ça, avec un tiers d'entre eux qui n'ont aucune couverture santé. Et c'est pour ça que des assos comme Médecins du Monde ont frappé fort. Ils ont déposé une plainte pénale. Et attention, pas pour infraction au Code du travail, Pourquoi alors? pour traite d'êtres humains. Ah ouais, carrément. L'argument, de manière très froide et juridique, c'est de dire « ce marché ne tient financièrement que parce qu'il exploite une population maintenue dans une précarité extrême Mais du coup, comment ce truc a pu devenir légalement énorme? Parce que les chiffres explosent. En France, on est passé de 200 000 auto-entrepreneurs de plateforme en 2022 à 600 000 en 2023. » Ça a triplé en un an. Et l'Europe prévoit 43 millions de travailleurs de plateforme pour 2025. Comment le droit a laissé faire ça? En fait, c'est pas qu'il a laissé faire, c'est qu'il est obsolète. Notre droit du travail est basé sur le lien de subordination. C'est un concept du XXe siècle pensé pour les usines. D'accord. Pour qu'un juge dise « vous êtes salarié », il lui faut 3 choses, un employeur qui donne des ordres, qui contrôle et qui sanctionne. Et les plateformes ont juste contourné ça. C'est ce que j'appelle le manager fantôme. C'est une super image. T'as pas un patron au costume qui t'est dit « arrive à 8 heures ». L'appli te force pas de connecter. Mais une fois connecté, Ah, bah là, l'algorithme te juge sur les notes, t'attribue les courses et te licencie en te déconnectant. mais vu que c'est une ligne de code, l'entreprise dit au juge « ah mais nous, on est juste un intermédiaire technologique ». Et hop, pas de cotisation sociale. C'est l'art de l'ubérisation. On transfère tous les risques sur le travailleur, mais on garde le contrôle opérationnel. Et attention, Ouais. les syndicats alertent sur le fait que ça contamine tout, c'est plus juste les chauffeurs. C'est qui d'autre? Ça touche les soignants à domicile, les traducteurs, les juristes. Le marché remplace le droit. Et c'est là que l'Europe se réveille. La fameuse directive 2024-28-31, Adopté le 14 octobre 2024. avec 554 pour et 56 contre, c'est massif. Et c'est censé être l'arme absolue. Sur le papier, c'est une avancée majeure, basée sur 2 piliers. Le premier, c'est la présomption légale de salariat. Exactement. Le livreur, sans un sou, devait payer un avocat, aller au prud'homme et prouver la subordination face à une multinationale. Un cauchemar. Et là, on fait une prise de judo juridique. J'adore ce concept de renversement de la charge de la preuve. C'est tout à fait ça. L'Europe dit « si l'appli contrôle ta rémunération ou ton comportement, on présume que t'es salarié. Point. Si Uber ou Deliveroo sont pas d'accord, c'est à eux de prouver que t'es indépendant. » Ça change complètement la dynamique. Et le deuxième pilier de la directive, c'est une première mondiale. Zia. L'encadrement de la gestion algorithmique. Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire qu'il faut une supervision humaine pour toute décision importante. Une baisse de salaire ou surtout une déconnexion. Donc le robot qui te vire à 3 heures du mat parce que ton taux a baissé, c'est fini. En théorie, oui. C'est censé empêcher qu'une vie bascule sur un simple calcul serveur. Ouais, en théorie. Parce que quand on croise ça avec l'enquête de Block News, on voit vite les failles. Ah, le diable est dans les détails. C'est quoi une supervision humaine? Est-ce que ça empêche la plateforme de payer un mec au bout du monde pour juste cliquer frénétiquement sur « valider » toute la journée pour approuver l'algorithme? Rien ne l'empêche. La définition est super floue dans le texte. C'est fou quand même. Et c'est le résultat d'un lobbying monstrueux des géants de la tech. Ils ont obtenu 3 concessions qui, honnêtement, pourraient vider la loi de son sens. La première, c'est que les États membres définissent eux-mêmes les critères de contrôle. Donc un pays pro-plateforme peut faire une liste de critères tellement stricte que personne ne sera jamais présumé salarié. Exactement. La deuxième concession, et ça les syndicats s'arrachent les cheveux dessus. J'ai lu ça, c'est d'un cynisme absolu. Vas-y, explique. Disons qu'un livreur gagne son procès. Le juge dit « bravo, vous êtes salarié », mais la loi ne prévoit aucune garantie de maintien dans l'emploi. Rien du tout. Donc la plateforme peut lui dire « super, t'es salarié, mais comme tu coûtes trop cher, on arrête de bosser avec toi, au revoir ». C'est un effet dissuasif massif. Quel travailleur précaire va risquer des années de procédure s'il sait qu'il perdra son outil de travail à la fin? Et ça nous amène à la troisième faille, il n'y a pas de requalification automatique de masse. Si un livreur gagne, les 50 000 autres restent indépendants. Il faut y aller individuellement. Et si on repense aux 68% de sans-papiers de l'étude santé-course, Bah oui, ils vont jamais aller au tribunal de peur d'être expulsés. donc la loi protège sur le papier, mais en pratique, elle est neutralisée pour la majorité. L'architecture européenne est noble, mais en laissant le fardeau de l'action à des travailleurs vulnérables, ils ont créé un système très fragile. Et c'est pour ça qu'on arrive à l'heure de vérité. Le fameux 2 décembre 2026, Oui,
L'Europe a fait le cadre, mais chaque pays doit transposer la directive dans sa propre loi. Et on est en avril 2026. Il reste 7 mois. Le compte à rebours tourne. Et la France, c'est un peu le champ de bataille principal, non? C'est surtout le pays de la girouette juridique sur ce sujet. Ah oui, le grand écart de la Cour de cassation. En 2020, la Cour requalifie un chauffeur VTC en salarié. Tremblement de terre. Et 5 ans plus tard, Revirement total. En juillet 2025, la même Cour valide l'indépendance de chauffeurs d'une grosse plateforme sous prétexte qu'ils sont libres de se déconnecter. la justice est complètement paumée face à cet ovni technologique. Et le politique aussi. La France s'était abstenue lors des premiers votes européens par peur de casser, je cite, l'innovation et la création d'activités. Mais là, à 7 mois de l'échéance, on n'a toujours pas de projet de loi claire. Rien. Les experts craignent une transposition à minima, une loi de façade pour faire plaisir à l'Europe sans fâcher les plateformes. On joue la montre. Mais l'enjeu, c'est pas juste le Parisien qui commande ses sushis à minuit, hein. J'ai vu ce rapport de l'ANSES de mars 2025. Oui, très important celui-là. Il casse le cliché urbain. Il parle de villes comme Calais, frappées par la désindustrialisation. Là où l'usine ferme, la plateforme débarque. L'algorithme remplace le tissu industriel local. C'est le seul moyen de survie face au chômage. C'est pour ça que la décision de la France va impacter 600 000 travailleurs actuels, mais aussi redéfinir le travail pour les décennies à venir. D'un côté, on te dit flexibilité absolue pour garder l'économie dynamique. Et de l'autre, les défenseurs des droits sociaux qui disent « Attention, on retourne au 19e siècle, payé à la tâche, sans filet de sécurité ». Il faut rester objectif, les deux visions s'affrontent durement. En fait, on assiste à un carambolage. La tech va à la vitesse de la lumière, elle ubérise tout, et le droit européen, majestueux mêlant, essaie de rattraper le train en marche, mais se prend les pieds dans les compromis nationaux. La question des 7 prochains mois, c'est est-ce que la loi est encore capable de réguler le code informatique ? Ce qui m'amène à un dernier point, une réflexion un peu provocatrice, mais logique. Je t'écoute. La directive impose pour la première fois une supervision humaine des algorithmes. On l'a pensé en urgence pour les livreurs sous la pluie. Mais regardons ce qui se passe avec l'intelligence artificielle dans les bureaux classiques. Ah, le management algorithmique. Voilà, la compta, le marketing, les RH. D'ici quelques années, les plannings, les évaluations ou même les licenciements des employés de bureau pourraient être gérés par des managers IA. C'est déjà en cours dans certaines boîtes. La question c'est, est-ce que cette loi, pensée aujourd'hui pour des travailleurs précaires de la rue de Rivoli, ne sera pas demain le seul bouclier juridique pour protéger les cadres chemises contre leurs algorithmes de management? C'est une vraie question. Et on va laisser cette idée résonner. Le travail mute et on verra dans 7 mois comment la France choisit d'écrire son avenir.